À la une ce soir, la grogne des dentistes. Ils protestent contre le projet de réforme de leurs tarifs lancé par le gouvernement. Un appel à la grève était lancé. Ce mercredi, les cabinets étaient fermés. Les parrainages pour l'élection présidentielle, les candidats ont encore 14 jours pour convaincre. Vous découvrirez le choix de quelques maires, sénateurs et autres élus martiniquais. Découverte ou redécouverte du tombolo de l'île de Sainte-Marie. Il est en ce moment visible comme chaque année en cette période. Nous avons rencontré quelques touristes sur place. Et puis l'actualité aéronautique, la compagnie française Air Caraïbes a inauguré un nouvel avion cette semaine, le tout dernier d'Airbus A350. Jean-Paul Dubreuil, le président du conseil de surveillance d'Air Caraïbes, est notre invité ce soir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Difficile de se faire soigner une dent. Aujourd'hui, la plupart des cabinets étaient fermés suite à un appel national à la grève lancé par le syndicat des chirurgiens dentistes, une protestation contre le projet de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui prévoit une baisse de certains tarifs. On fait le point avec Alizé Lutran et Michelet François. Se faire poser une prothèse, un acte qui pourrait bientôt coûter moins cher, mais à quel prix ? Monsieur X est installé sur mon fauteuil. Si je l'installe 1 heure sur mon fauteuil, ça me coûte 150 € dans les frais de fonctionnement. Employer mon personnel, payer mes prothésistes, payer mon matériel, donc tout ce qui est consommable et autres. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, prévoit de plafonner le tarif des prothèses dentaires jusqu'à 200 € en moins que les montants actuels. Objectif, éviter des prix exorbitants qui dissuadaient les patients les plus modestes. Or, ces actes représenteraient 2/3 des revenus des chirurgiens dentistes, un manque à gagner qui ne leur permettrait plus de payer les charges de leur cabinet. Si la loi passe, qu'est-ce qui va se passer? Bon nombre de praticiens vont se déconventionner, donc ne vont plus faire partie de la sécurité sociale. La conséquence directe est que les patients ne seront pas remboursés ni sous les consultations, ni sous les soins de base, ni sous les prothèses. Ce sera leur mutuelle et pour ça, il faudra payer bien plus fort que le prix actuel. Pour cette patiente, le plus important ne doit pas être le prix, mais la qualité des soins prodigués. Il faut qu'on arrête de dérembourser les soins parce que je pense qu'on a besoin de soins de qualité et que tout a un coût, il y a des charges et que les économies peuvent se faire ailleurs. Si on veut renflouer les caisses de la Sécu, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais il faut qu'on arrête cette médecine à deux vitesses où ceux qui ont de l'argent pourront se faire soigner, d'autres pas. Je suis désolée. Chirurgiens dentistes, prothésistes, assistants, 90% de la filière dentaire a baissé le rideau aujourd'hui. Ces professionnels s'estiment pris au piège par la mesure Touraine, d'autant plus chez nous où l'éloignement engendre déjà des surcoûts. En contrepartie, ils veulent bien augmenter les soins, qui sont quand même les soins les moins bien payés d'Europe. En France, le détartrage est à 31,20 en Martinique, quand il est à 50 € en Hongrie ou 90 € en Allemagne. Donc nos soins sont des soins qui sont effectués souvent à perte. On estime qu'il y a un surcoût d'au moins 20% qui n'est compensé qu'à 7% à peu près de majoration. Donc on a un surcoût qui est beaucoup plus important par rapport à la métropole et donc on trouve que c'est anormal et on veut attirer l'attention de la préfecture sur cette situation. Parmi les revendications des praticiens locaux, la suppression de l'octroi de mer sur les prothèses fabriquées localement est actuellement taxée à 1,5%. À l'échelle nationale, les tarifs des plafonds devraient être connus mardi prochain. En attendant, les cabinets dentaires rouvrent dès demain en Martinique. Ouvrons une page politique maintenant. La nouvelle est tombée cet après-midi. Le décès de René Préval, ancien président d'Haïti entre 1996 et 2001, puis entre 2006 et 2011, victime d'un accident vasculaire cérébral ce midi. René Préval qui était à la tête du pays, notamment lors du tremblement de terre meurtrier de 2010. C'est la préoccupation première des candidats à l'élection présidentielle, trouver les 500 parrainages indispensables. La date limite le 17 mars prochain. Seuls les maires, les parlementaires, les présidents d'agglomération et en Martinique, les membres de la CTM peuvent parrainer un candidat. On fait le point avec Loïc Régis. Pour Fred Lordino, inutile d'attendre plus longtemps. Son choix est fait, les bureaux sont ouverts. Il accorde son parrainage à Emmanuel Macron. Nous avons été plusieurs élus à être sollicités et nous avons créé le collectif Emmanuel Macron Président pour la Martinique qui est ouvert à tous les élus et chaque semaine il y a des élus qui nous rejoignent et nous avons surtout analysé les projets et de tous les projets, c'est le projet qui correspond le mieux à nos valeurs progressistes et je pense à ce que les Martiniquais attendent d'un président de la République. Une décision qui va à l'encontre de celle de son groupe.
Le PPM a décidé de suivre Benoît Hamon. Après plusieurs réunions de concertation, c'est le candidat du Parti socialiste qu'ils choisissent de soutenir. Le PPM est très cohérent dans sa logique. Premièrement, il y a la question de la loyauté, de la fidélité vis-à-vis du Parti socialiste français. Deuxièmement, il y a la question idéologique. Nous sommes un parti de gauche. Et troisièmement, il y a également la question programmatique, puisque nous avons fait 70 propositions qui ont été entendues du côté de Benoît Hamon. Et donc, nous sommes dans la cohérence. Le jeu démocratique sera respecté selon Johnny Ajar. Les plus petits candidats pourront aussi compter sur les parrainages du Parti progressiste martiniquais. Une majorité sur Benoît Hamon et puis nous aurons certainement vers Mme Artaud et également vers Ramayad. Malgré les incertitudes autour de François Fillon, Ralph Monplaisir restera fidèle aux Républicains. Pour l'instant, il soutient le candidat désigné par le mouvement. Mon idée ne peut pas changer tant que François Fillon sera candidat. Il aura mon parrainage parce qu'il faut bien comprendre les choses comme elles sont. On ne va pas varier au gré du vent. Quand je donne ma parole, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la maintiens jusqu'au bout. J'ai donné ma parole à François Fillon. Eh bien, envers et contre tout, par vents et marées, j'irai jusqu'au bout avec François Fillon. D'autres jouent la montre. Sylvia Saï-Soutane attendra, elle, le dernier moment pour accorder son parrainage. Moi, je regarde, d'abord, si les choses s'améliorent, mais c'est surtout, effectivement, je regarde la date butoir et je regarderai, lorsque les candidats seront désignés, quels sont les candidats ou candidates qui me parlent le plus. Et je ne suis pas seule. Quand je parle, j'ai avec moi des électeurs et des électrices du Sud qui m'accompagnent beaucoup également dans les choix que je peux faire et que j'écoute énormément également. Le seul candidat qui m'avait sollicité, c'était justement M. Alain Juppé. Donc, j'avais déjà fait part du fait que je pourrais le soutenir, effectivement. Donc, wait and see. Les élus martiniquais ont jusqu'au 17 mars pour accorder leur voix à un candidat. Pour l'heure, seul François Fillon a obtenu les 500 signatures obligatoires. Politique toujours, Emmanuel Macron a dévoilé son programme présidentiel hier à Paris. Lutte contre le chômage, plan de moralisation de la vie politique. On fait un point sur ce programme et ses propositions avec Stéphanie Puglisi et Kerwin Alcide. Présenté hier, le programme en faveur de l'outre-mer du candidat Macron s'articule autour de 6 axes. Tout d'abord, l'objectif numéro 1, reconstruire une politique de continuité territoriale. Pour le candidat, les ultramarins doivent sortir de leur isolement géographique pour voyager vers l'Hexagone, mais aussi dans leur environnement régional. Il estime que les billets d'avion restent encore trop chers. La moitié de la population n'a que rarement accès au voyage. Emmanuel Macron propose donc de mettre en place une politique de mobilité plus juste avec 200 000 billets aidés chaque année pour des déplacements vers la France ou dans les régions. Il n'indique pas qui et comment la population pourra bénéficier de ces billets. L'objectif numéro 2 est de soutenir l'activité et l'emploi. Emmanuel Macron promet une prise en compte des spécificités des Outre-mer dans les politiques publiques. Le candidat entend négocier avec l'Union européenne afin que certaines normes prennent mieux en compte ces spécificités, notamment en matière d'agriculture et de pêche. Sur 5 ans, 1 milliard d'euros sera consacré au financement des investissements collectifs pour rattraper les retards que connaissent les Outre-mer. S'adressant au chef d'entreprise, Emmanuel Macron annonce la suppression de la caisse qui gère le régime social des indépendants, le RSI, et le renforcement de l'activité de BPI France. Autre objectif, s'appuyer sur la jeunesse. Macron évoque la création d'un Erasmus caribéen afin de redonner une liberté de choix aux jeunes, d'étudier ou de travailler dans l'Hexagone ou dans un pays de leur environnement régional. L'objectif numéro 4 est d'assurer la mission régalienne de l'État. L'insécurité est l'une des premières préoccupations de la population, rappelle le candidat à la présidentielle, mais aussi un frein à l'attractivité des territoires. Il estime que les services de sécurité et de justice manquent de moyens matériels et humains. Il souhaite favoriser le recrutement local de gendarmes à travers des écoles de formation implantées en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion. Il faut aussi combattre la vie chère. Pour Emmanuel Macron, malgré de nombreuses mesures, les écarts de prix des produits alimentaires entre Outre-mer et Hexagone avoisinent les 40%. Il envisage de demander à l'autorité de la concurrence d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour réduire ces écarts. Le candidat veut partir en guerre contre les prix trop hauts et les marges indues. Le dernier objectif est de donner davantage de pouvoir aux collectivités. Emmanuel Macron préconise des réponses favorables aux demandes d'habilitation des collectivités qui en feront la demande. Social et politique. Un côlon géant installé devant la mairie de Casse-Pilote ce matin à l'initiative de l'association martiniquaise pour la recherche épidémiologique en cancérologie. Objectif, sensibiliser sur la coloscopie, l'un des seuls moyens efficaces pour dépister la maladie. Les explications de José Montagal, responsable du Côlon Tour, au micro de Michelet François. Le Côlon Tour est une structure gonflable
qui permet de voir, en faisant un petit cheminement à l'intérieur dans une visite guidée, toutes les différentes pathologies qu'il y a dans un côlon. Ces pathologies pouvant, à force de répétition d'existence, amener à des mutations de cellules pouvant amener justement à un cancer. Donc nous informons les gens sur comment être à l'écoute de son corps, comment être pour soi et faire attention aux diarrhées, aux constipations, aux maux de ventre qui se répètent, qui doivent vous pousser à les consulter. J'ai appris, je dirais surtout pour mon mari, par rapport à la constipation et à partir de cette visite, je pense que je saurai quoi faire. À la Martinique, en 2016, il a été réalisé un peu plus de 22 000 tests de dépistage du cancer colorectal. Sur ces 22 000 tests, il y avait à peu près 4%, un peu plus de 4% de positifs. Sur ces positifs, donc, il y a eu un suivi particulier, une coloscopie réalisée. Sur 50% des coloscopies étaient normales et les autres, il y avait 10% environ de cancer et 40% de tests de lésions précancéreuses. Donc l'intérêt du dépistage, c'est de trouver vraiment ces lésions à un stade précancéreux avant qu'elles ne se développent en cancer. Il faut savoir qu'un cancer colorectal, entre une pathologie bénigne et un cancer, il peut se passer 15 ans. Donc si durant ces 15 ans, la personne fait son dépistage tous les 2 ans, on peut justement trouver cette lésion précancéreuse et éviter justement qu'elle se développe en cancer. Je vous le disais en titre, un nouvel avion pour Air Caraïbes, un A350 d'Airbus, plus spacieux, plus économique. Nous avons suivi la livraison de l'appareil à Toulouse et son premier vol entre Paris-Orly et Pointe-à-Pitre. Vous voyez ce reportage de Rebecca Riol. Voici le nouvel Airbus de type A350-900. C'est le premier du genre exploité par une compagnie française, un concentré d'innovation que les passagers pourront découvrir sur le réseau Paris-Orly-Antilles. L'appareil, d'une capacité de 389 passagers, a été dévoilé mardi au centre de livraison d'Airbus à Toulouse. Il s'est posé ensuite à Paris-Orly avant d'effectuer son premier vol commercial jeudi en direction de Pointe-à-Pitre. Éclairage, sièges, coffre à bagages, tout a été repensé à l'intérieur de la cabine pour tenter de fournir le confort attendu par les passagers. La classe Madras bénéficie désormais de sièges en full flat. Il se transforme en position lit. En classe Caraïbes et en classe Soleil, plus d'espace entre les jambes avec des sièges qui semblent plus ergonomiques. Toutes les classes bénéficient d'une connexion Internet en Wi-Fi avec des écrans tactiles et d'une prise USB pratique pour recharger ces appareils. L'autre nouveauté majeure, ce sont ces caméras embarquées qui permettent désormais de suivre l'appareil pendant tout le vol. Tour de force réussi avec l'arrivée de ce nouvel avion sur le réseau transatlantique. Un deuxième appareil sera livré à la fin du mois de mars. Voilà pour ce reportage réalisé par Rebecca Riol depuis Toulouse. Et notre invité ce soir, le président d'Air Caraïbes, Jean-Paul Dubreuil. Bonsoir. Bonsoir. Président du conseil de surveillance. On vient de le voir, votre compagnie vient d'acquérir donc l'A350. C'est le premier A350 sous pavillon français. Est-ce que c'est un choix stratégique pour vous ? Écoutez, c'est un choix stratégique, comme nous l'avons toujours fait dans notre desserte des Antilles en transatlantique. En 2003, lorsque nous avons ouvert la ligne, nous avions fait déjà le choix d'un Airbus 330-200 qui crée une différence technologique par rapport aux appareils qui étaient à l'heure actuelle en vol, les 747 par nos concurrents. Et là aussi, nous souhaitions avoir un coup d'avance. Donc en 2013, nous avons décidé de retenir l'Airbus 350 pour nos futurs avions et nous recevons aujourd'hui le premier de la série. Nous avons commandé 7 avions, dont 2 vont être livrés ce mois-ci. Un a été livré, l'autre va être livré dans 3 semaines et vont nous permettre de proposer à nos clients un avion qui présente un grand nombre d'avantages au niveau du confort et puis sur le plan de l'économie, c'est un avion qui consomme aussi 25% de carburant de moins
que les générations précédentes, qui va plus vite. Il mettra 20 minutes de moins sur un vol Paris-Fort-de-France. Donc pour nous, un grand nombre d'avantages et nous donner aussi la possibilité de continuer à se développer puisque ce seront 2 avions supplémentaires qui viendront en plus de la flotte actuelle. Alors la question que tout le monde se pose, c'est vrai que c'est un lourd investissement, à peu près 300 millions d'euros, mais c'est quand même un avion plus économique, donc peut-être on peut espérer donc un bénéfice en termes du billet d'avion pour les passagers. Est-ce que c'est envisagé? Écoutez, on est toujours à la pointe en matière de propositions économiques sur la ligne. Je pense que nous avons pu croître en part de marché depuis maintenant 13 ans, passant de 0% en 2003 pour arriver aujourd'hui à 36% de part de marché. Ça veut dire que nous avons su séduire nos passagers à la fois par les prix que nous proposons et en même temps par la qualité de service que nous avons à bord. Alors avec ce nouvel appareil, justement, je disais, un lourd investissement, est-ce que cela va permettre aussi de baisser les prix pour les passagers concrètement? Je ne peux pas dire qu'on baisse les prix immédiatement puisque le prix d'un billet d'avion est la composante d'un certain nombre de charges. Vous savez que le carburant est un élément important. Le carburant a baissé, mais il est en train de remonter. C'est une composante dollar également. Et les coûts d'avion, les avions neufs sont aussi plus chers en matière d'investissement. Donc je dirais que nous allons soutenir une compétition très efficace et nous allons surtout apporter un plus parce qu'à prix égal, je pense que les passagers vont choisir les plus que nous offrons sur un voyage dans 3-5 ans. Alors on dit que Air Caraïbes est la compagnie aérienne la plus rentable au niveau français. À qui profite cette rentabilité? Aux salariés? Eh bien, ça profite à tout le monde. D'abord parce que pour être rentable, il faut qu'elle puisse faire du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est les passagers qui ont le premier avantage. Et puis ensuite, effectivement, nous avons mis en place un plan d'intéressement pour le personnel qui est exceptionnel puisque la compagnie redistribue 30% des résultats qu'elle réalise à l'ensemble de ses équipes. L'année dernière, c'est près de 7 000 € par personne qui ont été distribués. Et puis aussi, il faut conserver de l'argent dans l'entreprise pour investir. Là, les plans d'investissement, comme vous l'indiquez, c'est 150 millions de dollars par avion et ils sont engagés sur 6 ans sur 7 avions. Donc vous voyez effectivement l'investissement que nous devons faire. C'est des avions qui auront une durée de vie longue. Une durée de vie d'avion, c'est 25 ans. Donc on amortit sur une longue période. Il n'en demeure pas moins qu'il faut pouvoir donner confiance aux banques qui nous aident à financer ces avions. Alors on va revenir sur la question du prix. Vous avez lancé une compagnie low cost entre Paris et certains Antilles, Punta Cana, etc. Est-ce que c'est envisagé d'ouvrir des lignes entre Paris et les Antilles françaises? Je crois que toutes les Antilles sont l'apanage d'Air Caraïbes qui a vraiment toute légitimité pour le faire. Notre positionnement sur Paris-Punta Cana était pour nous un rodage pour la compagnie French Blue qui pour nous se positionne comme une compagnie low cost avec des concepts nouveaux au niveau commercialisation, au niveau offre client et au niveau des coûts également puisque pour être low cost, il faut qu'elle ait effectivement réalisé des économies, donc une structure plus légère, des grilles de salaires différentes et donc aujourd'hui le projet de French Blue c'est l'ouverture de la Réunion le 15 juin prochain, donc ça sera vraiment le terrain de jeu de French Blue, c'est l'océan Indien. Pour terminer, on est en pleine campagne présidentielle en ce moment et les ultramarins, pour revenir à la question des billets chers, demandent que la continuité donc, du territoire puisse s'appliquer. On parlait d'égalité réelle. Quelle est votre position, vous, en tant que président d'une société aéronautique? Est-ce que vous serez prêt à faire un travail avec le prochain président de la République sur un tarif avec des aides peut-être? Écoutez, je crois d'abord que nous-mêmes, nous faisons un gros effort pour que les prix soient les plus agressifs possibles, les plus bas pour les ultramarins. Il existait déjà des aides à travers l'ADOM, particulièrement pour les étudiants qui allaient en France. Bon, demain, s'il y a des systèmes qui sont mis en place, nous serons les premiers à pouvoir en parler avec les pouvoirs publics. Nous sommes une petite compagnie, une compagnie souple et qui a pour objectif, effectivement, de rendre le meilleur service à nos passagers. S'ils peuvent bénéficier davantage, nous serons les premiers à leur donner. Merci beaucoup Jean-Paul Dubreuil, président du conseil de surveillance d'Air Caraïbes. Restez avec nous dans quelques instants, direction le salon de l'agriculture à Paris où le stand de Guadeloupe a subi des retards de livraison, vous le verrez. Nous ferons le point sur l'agenda sport du week-end, équitation et basket au programme. Et enfin le menu de votre JT des communes ce soir, le Tambolo de Sainte-Marie, découverte à voir donc dans votre JT des communes.
Mais d'abord, l'agriculture, donc avec la réponse d'Éric de Lucie, le président du groupement des producteurs de bananes de la Martinique et de la Guadeloupe, suite à la condamnation de la filière pour son slogan, vous le voyez, banane bio, donc un slogan qui a été condamné. Donc le groupement donc, de producteurs de bananes qui ne peut plus utiliser ce slogan. Écoutez la réaction d'Éric de Lucie au micro d'Éric Dupuis. Notre opération fait le buzz partout. Il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui nous mettent aux tribunaux. Ce sont les importateurs. Ce n'est pas les producteurs. Mais nous recevons énormément de messages de sympathie et même de solidarité de la part de vrais producteurs, de vrais agriculteurs français et au-delà même européens qui nous disent bravo, beau combat et nous allons venir vous rejoindre dans ce combat-là. Rendez-vous dans quelques semaines. C'est le combat de producteurs européens que nous sommes, qui sont des producteurs loyaux, en conformité avec la réglementation européenne, transparents vis-à-vis du consommateur et qui considérons que cette banane qu'on nous met dans les pattes avec une soi-disant labellisation bio, c'est de la distorsion de concurrence. C'est de la distorsion de concurrence et c'est du mensonge au consommateur. Et donc ça veut dire que vous allez continuer votre combat à Bruxelles après le salon? Nous allons continuer notre combat à Bruxelles et partout, et y compris auprès du gouvernement français, et y compris auprès de tous les gouvernements européens. Voilà pour cette réaction timide, reprise des rendez-vous sportifs ce week-end. Notez tout de même la 29e édition du concours intercaraïbe de saut d'obstacles et la 16e journée du championnat élite en basket. On voit cela avec Harry Chassol. Temps fort de ce week-end, la 29e édition du concours intercaraïbe de saut d'obstacles débute demain à partir de 11h au centre équestre Hippocampe pour Lamentin. La compétition qui réunit des cavaliers de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et du Suriname se refermera dimanche soir. Autre temps fort, la 8e édition du tournoi Paul Chilan, une compétition qui concerne les sélections U16 et U17 de Guadeloupe, Guyane, Haïti, Guyana et Martinique. Si les premières rencontres ont eu lieu hier au Robert ainsi qu'au Lorrain, la compétition se poursuit depuis 18h aux Trois-Îlets. La finale, elle, est prévue demain 18h au stade Georges Gratien du Lamentin. Sport collectif toujours en basket, début demain de la 16e journée du championnat élite. Chez les femmes, 3 matchs sont prévus demain 18h et cette journée se refermera la semaine prochaine. Chez les hommes, toutes les rencontres auront lieu demain 20h. À noter le derby foyalais intrépide USAC, mais aussi et surtout le choc SC Lamantinois Golden Lion au Palais des Sports du Lamentin. En volleyball masculin, la 4e journée de la 3e phase du championnat débute demain 20h. 3 matchs sont programmés, dont un intéressant rayon Good Luck. Cette journée se refermera mercredi prochain. Sport en bref, pour conclure, notez qu'il y aura un aquathlon demain 13h à Sainte-Marie. Un peu de grâce et de légèreté avec un entraînement de natation synchronisé. Loïc Régis a rencontré pour nous les nageuses de Langevilliers où la Montagne se prépare pour les championnats de National 1 et de National 2. On regarde. La préparation a commencé depuis l'année dernière, depuis notre participation au Carifta Games. Nous avons identifié les nageuses qui avaient le potentiel pour participer à cette échéance nationale qui est quand même qualificative pour les championnats de France, N2 et N1. Le ballet d'équipe a été constitué au mois de novembre, décembre, et depuis nous nous entraînons tant sur les éléments imposés que sur les éléments de chorégraphie que vous avez pu voir. Pour être le mieux noté possible, il faut être bien calé techniquement. Donc c'est pour ça qu'on met énormément d'éléments difficiles comme les vrilles, comme les verticales. On a des nageuses qui ont de très bons niveaux en hauteur, donc on les pousse le plus haut possible. On travaille avec des lestes, des poids en plomb. Voilà, c'est vraiment fatigant. On travaille aussi les apnées, donc elles enchaînent des longueurs de natation, des longueurs en apnée pour entraîner le cardio et le souffle.
Voilà pour ces belles images signées Loïc Régis. On retourne maintenant à Paris pour le salon de l'agriculture. Je vous le disais, le stand Guadeloupe connaît quelques problèmes de retard de livraison sur des produits qui sont arrivés que mercredi. Voilà le reportage d'Éric Dupuis. Ça y est, elle peut enfin travailler. Venue de Goyave pour écouler son habituel stock de 500 bouteilles de punch, l'Aude Meillat sait déjà que cette année, ce ne sera pas possible. On n'a pas été livré, la marchandise n'est pas arrivée vendredi, la veille du salon. Donc on a été livré mercredi, soit 5 jours après l'ouverture du salon. Donc on a dû faire avec vraiment un stock qu'on avait ici, très peu de produits. 2 produits, donc tamarin, melon, et on n'a pas pu satisfaire nos clients. Si certains clients sont revenus exprès pour s'approvisionner en punch, ce n'est pas le cas de la boutique d'à côté qui n'a pu présenter son café et ses liqueurs que mercredi. Mais depuis, le stand reste désert. C'est vrai que c'est pas l'affluence depuis quoi. Donc le week-end dernier, on a eu du beau monde, malheureusement on n'avait pas de marchandises. Et là, depuis l'arrivée des marchandises, donc il n'y a pas foule quoi, il n'y a pas affluence. Donc nous espérons que d'ici le week-end ça ira mieux. La Chambre d'agriculture n'est pas mise en cause directement par cette situation pénalisante, mais c'est elle qui a mandaté le transitaire incriminé. Un dédommagement est déjà envisagé. Nous allons trouver en tout cas des compromis pour que cet incident soit oublié rapidement. S'il faut, ils ont perdu de l'argent, ce qui n'est pas non plus l'objectif, qu'ils perdent de l'argent, qu'ils n'en gagnent pas des milliers, c'est pas ça l'objectif, mais qu'ils n'en perdent pas aussi. Ça c'est vrai que nous ne sommes pas pour que les gens perdent leur argent. Avec donc les partenaires, la région et nous-mêmes, nous allons voir qu'est-ce qui est possible de faire. La Chambre pourrait se tourner vers la justice pour obtenir des dommages et intérêts. Sur 16 exposants guadeloupéens, 3 ont été lésés. C'est la première fois qu'une telle situation se produit. Ce rendez-vous à ne pas rater ce soir sur ATV, événement Caraïbes, votre magazine sur l'actualité culturelle, présenté par Yves Bussy chaque premier vendredi du mois. Ce soir, retour sur un mois de carnaval en Martinique dans les soirées et également dans les rues. Voici tout de suite un extrait. D'Yves Bussy à retrouver ce soir à 20h. Tout de suite, c'est l'heure de votre JT des communes. Et on commence avec ce fait divers. Un homme d'une 50aine d'années, mort noyé sur la plage française de la Française à Fort-de-France ce midi. Les pompiers ont essayé de le réanimer pendant plusieurs minutes sans succès. Et puis vous venez de le voir, donc cet appel à témoins de la gendarmerie suite à la disparition inquiétante de Patrick Racine, dit Norbert, âgé de 90 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer. Depuis le 2 mars, sa famille n'a plus de nouvelles de lui. Il réside à Cadette, au Vauclin. D'importants moyens de recherche ont été déployés pour le retrouver. Si vous avez des informations, merci de contacter la gendarmerie du François au 05 96 54 82 58 05 96 54 82 58. Et puis ces images du convoi des éléments de l'usine d'Abioma sous haute escorte policière. Un convoi qui n'a pas été perturbé par les militants de la Sopamar qui, je vous le rappelle, sont opposés au projet de cette usine de biomasse. Cette curiosité touristique maintenant, l'îlet de Sainte-Marie et son tombolo, accessible uniquement en cette période de l'année. Visite guidée avec Hubert Bornil et Michelet François. Et dire qu'autrefois ici, c'était tout simplement un endroit où l'on faisait pousser la canne avec tous ces paysages contrastés. Il faut dire que le tombolo à Sainte-Marie est un endroit magnifique. Nulle part ailleurs, on ne peut profiter d'une telle végétation. Et puis surtout, c'est
la vision qu'on a à 360 degrés qui est formidable. Le tombolo et l'îlet de Sainte-Marie, une curiosité unique dans toute la Caraïbe qui fait la fierté des Samaritains. L'accès au site se fait par ce passage qui conduit aux 2 mamelons. Depuis les derniers aménagements du site, la fréquentation touristique a été multipliée par 4. Mon amie connaissait et j'ai trouvé ça magnifique. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, c'est magique, on a une vue démentielle, c'est génial. La vue déjà, la vue qu'on a d'en haut et puis le fait de traverser alors que normalement c'est censé être de l'eau, donc c'est quand même magique. Ouais. Moi c'est mon ici, qui va comme ça. Mais comment vous êtes là ici? En promenade. Une manne non négligeable pour la commune qui accueille en ce moment de nombreux touristes. Une période qui coïncide avec l'ouverture de la campagne sucrière. D'ailleurs, depuis le tombolo, l'on aperçoit les fumées se dégageant de l'usine de Sainte-Marie. Depuis que l'ONF, la ville de Sainte-Marie, l'Osatour ont mis en valeur ce tombolo, c'est devenu un produit touristique de base. L'an dernier, c'était le 2e site naturel le plus visité après la montagne Pelée. Outre la dimension touristique du site, le caractère patrimonial n'est pas à négliger avec la Croix des Marins, témoignage d'une certaine présence dominicaine. Lorsque le père Labbé est arrivé ici en 1696, il est venu sur cet îlet, de même que les colons, ils ont découvert sur ce tombolo des vestiges amérindiens. Donc l'îlet et le tombolo étaient déjà utilisés dès l'occupation de l'île. Et puis cette stèle à la mémoire de Félix Lorne, ancien instituteur mort noyé en tentant de sauver des enfants de la noyade. Enfin incontournable, les vestiges d'un ancien quai. Nous sommes vraiment au cœur de l'utilisation économique de l'îlet Sainte-Marie. Ici, il y avait le port de commerce qui acheminait le sucre qui venait de l'usine de Sainte-Marie vers le port de Cosmy, mais en passant par l'îlet de Sainte-Marie, où il y avait des goélettes qui venaient récupérer les chargements de sucre et qui les acheminaient jusqu'au port de Cosmy avant de partir pour Saint-Pierre et pour la France métropolitaine. Comme vous pouvez le constater, l'endroit est tout simplement merveilleux. L'îlet Sainte-Marie, le tombolo que l'on traverse. N'oubliez pas, le 30 avril, visite grand public ici. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous, votre tranche info continue à suivre en Tché Péa tout de suite.